Il existe des règles que personne ne t'enseigne. Elles ne sont écrites nulle part, mais elles décident de qui influence, qui avance et qui reste invisible toute sa vie. Aujourd'hui, tu vas découvrir les règles invisibles du pouvoir, pas pour dominer les autres, mais pour ne plus être dominé sans le savoir. Bienvenue sur le Visionnaire. Le pouvoir, en fait, ça a ses propres règles. Des règles qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont écrites nulle part, mais qui organisent les relations humaines depuis la nuit des temps. Et c'est là que tout se joue. Soit on ignore ces règles et on risque de se faire dépasser, soit on les maîtrise et là, on peut vraiment aller très haut. Cette citation de Léonard de Vinci, elle est incroyable, non? Elle nous plonge direct dans le vif du sujet. On a l'huître qui s'ouvre, un peu naïvement, et qui se met à la merci du premier venu. Ici, le crabe. Dans le grand jeu du pouvoir, c'est vraiment la métaphore centrale. Soit on est le crabe, soit on est l'huître. Et la différence entre les deux, eh bien, c'est la conscience de ce qui se passe, et la stratégie. C'est ce qui sépare au fond le prédateur de la proie. Alors, voilà ce qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer 3 grands principes de ce jeu un peu invisible. D'abord, on parlera de l'art de la perception. Ensuite, du danger de l'association, c'est-à-dire de qui on fréquente. Et enfin, du pouvoir de la stratégie. Et tout à la fin, on se posera la question, au fond, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ok, on attaque notre premier grand thème, l'art de la perception. Et l'idée derrière, elle est à la fois très simple et assez vertigineuse. C'est que la réputation, ce que les gens croient, eh bien ça peut être beaucoup, beaucoup plus puissant que la réalité elle-même. Pour bien comprendre, faisons un petit voyage dans le temps. On est en Chine ancienne. Imaginez la scène. Le grand général Zhu Zhejiang est dans une petite ville, tranquille, et soudain, l'alerte retentit. Une armée ennemie arrive, et pas une petite armée, une force massive. On parle de 150 000 soldats qui foncent droit sur lui. Et lui, pour défendre la ville, il a quoi sous la main? À peine 100 hommes. 100. 100 contre 150 000. La situation n'est pas juste difficile, elle est impossible. La défaite semble inévitable. Alors, la question se pose. Comment peut-on gagner une bataille qui est perdue d'avance? Face à une force pareille, 1500 fois plus nombreuse, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Logiquement, il n'y a que 2 options, se rendre ou mourir au combat. Mais Zhejiang, lui, va choisir une 3e voie. Une voie complètement folle. Il ne se bat pas, non. Il va utiliser sa réputation. Voilà ce qu'il fait. Il ordonne à ses 100 pauvres soldats de se cacher. Il fait ouvrir en grand les portes de la ville. Et lui, il s'installe tout seul, bien en vue, au sommet des remparts, et se met à jouer calmement de la cithare. L'armée ennemie arrive, s'arrête net. Stupéfaction. Le général d'en face, Sima Yi, connaît très bien la réputation de Zhejiang. Pour lui, c'est le maître absolu de la ruse. Il se dit « c'est pas possible, c'est un piège ». Il a tellement eu peur d'une embuscade qu'il a ordonné à toute son armée de faire demi-tour. Sa réputation seule a mis en fuite 150 000 hommes. Voilà la puissance de la perception. Ok, on a vu la réputation, qui est un peu passive. Maintenant, passons à quelque chose de plus actif. L'écran de fumée. C'est une manœuvre de diversion. Et une de ses formes les plus redoutables, c'est ce qu'on appelle le geste noble. L'idée, c'est de faire quelque chose qui a l'air super généreux, mais qui en réalité cache un calcul très précis. Prenez l'exemple du marchand d'art Joseph Duvaine. Son geste noble, aider à créer la National Gallery of Art, en poussant ses riches clients à donner leur collection. Magnifique, un vrai mécène, non? Sauf que la réalité derrière est un peu différente. En fait, c'était un coup de génie commercial. Primo, ses clients évitaient de payer des impôts grâce aux dons. Deuxio, ça libérait de la place sur leurs murs pour acheter de nouvelles œuvres, chez lui bien sûr, et tertio, en retirant ses chefs-d'œuvre du marché, il créait de la rareté, ce qui faisait monter les prix de tout ce qu'il vendait. L'écran de fumée était parfait. Allez, on passe au 2e grand principe, le danger de l'association. Ou pour le dire plus simplement, on est ce que l'on fréquente. L'idée, c'est que la chance, comme la malchance, eh bien, ça peut être contagieux. Ça se transmet à travers les personnes avec qui on passe du temps. Le cas de Lola Montez au XIXe siècle est assez frappant. On dirait qu'elle portait le malheur avec elle. En 1845, son amant, un patron de presse, est tué en duel à cause d'une histoire la concernant. 3 ans plus tard, son influence sur le roi de Bavière déclenche des émeutes et force le roi à abdiquer. Et ce n'est pas fini. L'année d'après, elle se marie avec un jeune officier. Résultat, il perd son poste, est mis au banc de la société et se noie quelques mois plus tard. 3 hommes puissants, 3 destins brisés. C'est l'illustration parfaite de l'idée qu'il faut se méfier des personnes qui semblent attirer les ennuis.
Mais attention, hein, ça marche dans les deux sens, et heureusement. Écoutez cette magnifique citation du XIe siècle. Elle dit en substance que si on met des roses dans de l'huile de sésame, l'huile finit par sentir la rose. C'est exactement ça. Si on s'entoure de gens brillants, talentueux, positifs, on finit par s'imprégner de leur qualité. Notre entourage nous donne sa couleur, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et on arrive à notre troisième et dernier grand principe, le pouvoir de la stratégie. L'idée ici, c'est que foncer tête baissée, c'est rarement la meilleure solution. La patience et l'action indirecte, c'est souvent bien plus efficace que la force brute. Cette histoire du vizir est une leçon magistrale. Imaginez, il est condamné à être dévoré par les chiens de chasse du sultan, une mort horrible et certaine. Mais au lieu de paniquer, il demande juste 10 jours de sursis. Le sultan accepte, et pendant ces 10 jours, en secret, il va voir les chiens, il les nourrit, il sympathise avec eux. Le jour de l'exécution, on le jette dans l'enclos, et là, au lieu de le dévorer, les chiens lui font la fête. Le sultan est tellement sidéré qu'il le gracie. Le vizir n'a pas combattu la sentence, il en a transformé les conditions. C'est ça, la victoire par la stratégie. Et cette patience stratégique, le chancelier Bismarck en était le maître. Sa citation est géniale. Il ne tire pas sur la première biche, il attend que tout le troupeau soit là. Tout est dit. Il ne s'agit pas de sauter sur la première occasion. Il s'agit d'attendre le bon moment, celui où son action aura un impact maximal. Adopter cette patience, ça a des avantages énormes. Ça permet de voir plus loin, d'éviter les erreurs impulsives et les pièges. On garde son énergie et ses ressources pour le moment crucial. On attend l'instant parfait pour agir. Et surtout, on devient totalement illisible pour les autres. Ils ne savent pas à ce qu'on prépare. La patience devient à la fois une armure et une arme redoutable. Bon, on a vu ces trois grands axes. La perception, l'association et la stratégie. Maintenant, la grande question c'est comment est-ce qu'on doit voir tout ça? Est-ce que c'est un guide à suivre ou plutôt un avertissement? Parce qu'en fait, il y a deux façons de voir les choses et elles sont radicalement opposées. Est-ce qu'on doit lire ça comme un manuel pratique, un guide pour réussir dans un monde de compétition? Ou alors, est-ce que c'est plutôt un avertissement, un regard un peu froid sur les mécanismes de la manipulation pour qu'on puisse les reconnaître et s'en protéger? Selon l'interprétation qu'on choisit, tout change. Finalement, qu'on cherche à obtenir du pouvoir ou simplement à s'en protéger, une chose est sûre, ces règles invisibles sont partout, tout le temps. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si on joue ou pas, on est tous dans le jeu. La question, c'est quel rôle on y joue. À cet instant précis, est-ce qu'on est l'huître qui s'ouvre un peu naïvement, ou est-ce qu'on est le crabe qui observe et attend son moment? La réponse, elle est souvent bien plus complexe qu'on l'imagine. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi et active la cloche. J'offre le livre utilisé dans cette vidéo à ceux qui commentent livre. Le pouvoir appartient à ceux qui savent où investir leur attention et quand agir sans s'exposer.